Salut à tous, c'est Raph pour Spin Elite et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale puisqu'on va review une main qui a été jouée par Yo Viral en heads-up d'un WSOP à 3000 $ lors de l'édition 2019 des World Series. Il se retrouve en heads-up contre un joueur récréatif alors que le field était quand même pas mal relevé en table finale, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle pour lui. Et le heads-up a commencé sur des blindes 60-120, 60 000, 120 000 et Johan à 2 685 000 jetons, donc environ 22 blindes. Il y a une ante à 120 000 qui est payée par la Big Blind à chaque tour. C'est le principe de Big Blind ante qui est de plus en plus utilisé sur les tournois. Donc, on va analyser cette main qui a énormément déchaîné les passions sur les forums. Elle a été énormément discutée. Les gens ne sont pas d'accord avec la décision que Yo a prise. Donc, on va voir. Et ensuite, on va essayer de comparer. Je trouvais ça assez intéressant de comparer ce qui s'est passé en réalité avec un énorme joueur récréatif, avec l'analyse de Piosolver et essayer de trouver des explications dans la décision de Yo et voir si elle est si catastrophique que ça. Alors, voilà, c'est parti. Donc, Yo ouvre 7-4 off au bouton. Il décide de limp. On est 22 blind deep et on le rappelle, il y a des ontés qui sont énormes. Le premier impact que ça va avoir, le fait qu'il y ait des ontés énormes, c'est qu'on va vouloir VPIP plus, que ce soit en big blind ou en small blind. En small blind, on va vouloir min raise et limp plus, et en big blind, on va vouloir défendre un petit peu plus face au min raise, enfin même beaucoup plus, avec une taille d'onté pareille. Autre impact que ça va avoir, c'est que au lieu d'avoir une stratégie vraiment mixée entre limp et min raise, le fait qu'il y ait des ontés aussi grosses va pousser à limp un petit peu plus que ce qu'on ferait d'habitude, donc à favoriser le limp par rapport au min raise. Le fiche américain décide de check préflop avec 5 et 3 off. 5 et 3 off, ce serait une bonne main pour décider d'ISO si on était beaucoup moins deep, si on était aux alentours de 8 ou 10 deep. On va pouvoir se permettre d'ISO de façon très polarisée avec des mains très fortes et des mains très faibles. Là, on est quand même 22 deep. Il va falloir jouer potentiellement sur plusieurs streets. On préférerait avoir un petit peu mieux que 5 et 3 off pour ISO. Et là, le récréatif confirme qu'il est un récréatif et décide de donk sur ce flop. C'est une très mauvaise idée de donk ici puisque c'est un board sur lequel Yo va c-bet assez régulièrement, disons aux alentours de 50% du temps, théoriquement, et il est possible que Yo décide de c-bet beaucoup plus parce qu'il s'attend à pas se faire check raise suffisamment. Donc, aucun intérêt pour en termes de range, il n'y a vraiment aucun intérêt pour l'américain de donk ici, puisque il a aucun intérêt à donk ses mains fortes, et s'il peut pas donk ses mains fortes, enfin si en tout cas ça présente très peu d'intérêt, derrière c'est compliqué pour lui de construire une range de donk équilibrée. Mais c'est un récréatif, on va pas lui en tenir rigueur. C'est juste pour expliquer un petit peu théoriquement pourquoi donk va pas être intéressant ici. Yo va décider de call ce donk bet plutôt que de raise. Instinctivement, j'aurais préféré raise, on est quand même relativement deep. Je pense que c'est intéressant de commencer à construire un pot et d'essayer de se mettre dans une situation où on va pouvoir prendre son stack, le stack de notre adversaire. Si Yo a beaucoup plus joué le joueur que moi, évidemment, j'y étais pas sur cette table finale malheureusement. S'il estime que Lombard est extrêmement agressif et va donc avec beaucoup de R, ça a du sens pour lui de simplement call et de le laisser s'empaler turn et river. Si à l'inverse, il sait que Lombard va donc beaucoup de mains comme des 7x, des 4x, des open-enders, des cut-shots, dans ce cas-là, raise va devenir plus intéressant s'il y a très peu de R dans la range de l'américain. La turn vient à 8 de trèfle qui n'ouvre toujours pas de flush draw, donc on est sur un board complètement rainbow et Lombard va décider de check, non sans avoir mâché copieusement son chewing-gum avec beaucoup d'élégance.
Io réfléchit à son sizing, il y a 660 000 au pot, et il paraît évident ici qu'il doit bet, il veut prendre le stack de son adversaire, en tout cas double up, et il va falloir mettre des jetons au milieu s'il veut que ça arrive, sinon ça va être compliqué. Donc, il réfléchit à son sizing et il décide de faire 625 000, le croupier va l'annoncer d'un moment à l'autre, dans un pot qui en fait 660. C'est un énorme bet. C'est vraiment un très très gros bet, mais à partir du moment où il a décidé de just call au flop et de pas raise, il a besoin de mettre beaucoup d'argent au milieu. Et pour ça, la seule façon d'y arriver, ça va être de bet très cher. Un truc qui est intéressant, il fait un poil moins que la taille du pot. J'ai parlé à beaucoup de règles de live cet été quand j'étais à Vegas, et ils m'ont Enfin, c'est quelque chose qui revenait assez régulièrement, que faire exactement pot, c'était perçu par les récréatifs comme étant très strong. Donc, beaucoup d'entre eux ont tendance à faire un petit peu moins cher que pot, et c'est ce que décide de faire Io. Donc, peut-être que j'ai pas assez joué en live pour confirmer ou infirmer cet exploit, mais en tout cas, ça aurait un peu de sens. Donc, Lombard, maintenant, le fiche américain fait face à une mise énorme et il a une gutshot qui a 9% d'équité. Ici, très clairement, ça devrait être un fold. Et il annonce quasiment instantanément all-in. On voit que ça met Io dans une situation difficile. En tout cas, c'est clairement pas un snap call. Il tank. C'est assez difficile de trouver des bluffs chez son adversaire. Pour ça, il faudrait que son adversaire décide de recoucher avec des 7x ou alors avec la main qu'il a, des gutshots comme ça, mais ça paraît vraiment ambitieux, c'est difficile d'estimer que ça va être dans sa range. Et il faudrait aussi pour qu'il ait suffisamment de bluff, qu'il décide de le faire avec des mains comme 10 et 9. Mais pareil, est-ce qu'il aurait vraiment donc avec 10 et 9 au flop? Ça paraît un peu... Enfin, sans avoir joué beaucoup de mains contre lui, ils sont en TF depuis, je sais pas, peut-être qu'ils ont joué 200 mains ensemble et ils n'ont pas dû voir beaucoup de showdown. Je pense qu'on n'a pas les informations nécessaires pour estimer qu'il y a autant de bluffs que ça dans le range. Et Io décide de fold aux grandes dames de pas mal de joueurs qui ont vu cette main et d'abandonner deux paires du coup face à ce raise. On va se retrouver tout de suite sur PioSolver et on va voir ce que ça donne un peu d'un point de vue théorique. Pour que ce soit clair, on ne va pas analyser la situation où le joueur américain aurait donc bet, puisque c'est une situation qui va arriver trop rarement, donc on n'aura pas des résultats fiables. On va simplement partir du principe qu'il a check call le flop, ce qui revient quasiment au même, et qu'il a check raise all-in à la turn, ce qui en termes de range est à nouveau assez similaire. On se retrouve tout de suite sur PioSolver. Et nous revoilà sur Pio. Donc comme on l'a dit, on ne va pas analyser la situation de notre adversaire donc bet parce qu'on n'aura simplement pas assez d'occurrences pour avoir des résultats intéressants. Donc on va décider de dire qu'il a check plutôt check call. On disait stratégie de c-bet relativement agressive en théorie sur ce board. On c-bet 46%, la moyenne ici en termes de GTO sur l'ensemble des boards possibles en polympé à cette profondeur, ce serait probablement quelque chose comme 55%, donc un peu moins. C'est un board qui n'est pas c-bet à très très haute fréquence. Mais dans la réalité, il faudrait que nos adversaires nous check raise 15% du temps, ce qui impliquerait qu'ils check raise pas mal de 7x, pas mal de backdoor flush draw plus backdoor straight, et puis beaucoup de leurs top pairs aussi, et je suis pas sûr du tout que ça arrive. Donc décider de c-bet beaucoup plus ici, ça me semble être une excellente stratégie. C-bet quelque chose comme 80-90%, je pense que c'est très bien. Et puis simplement check back des mains comme 2 dames, 2 valets,
qu'on aurait décidé limp préflop. Ça semble pas mal. Donc Yo décide de bet avec 7 et 4, enfin, dans notre modèle, Yo décide de bet avec 7 et 4 et son adversaire simplement call avec 5 et 3, ce qui semble tout à fait ok et ça semble cohérent à peu près, enfin, être assez proche de la situation où notre adversaire aurait donc et se serait fait call par Yo. Donc on se fait call et la turn vient à 8 de trèfle. À nouveau, pas trop de raison de bet ici. On décide de check et Yo décide de bet quasiment pot. J'ai mis pot ici d'ailleurs sur le solver avec 7 et 4. On l'a dit, maintenant qu'on en est là, avec aussi peu d'argent dans le pot, on a besoin d'en mettre avec une main aussi forte que 7 et 4, donc on va sizer très cher et c'est ce que Yo a très bien fait. Il décide de mettre pot et ici si on voulait avoir des bluffs, on aurait des 5x, des dames 5, valet 5 et compagnie. Des 6x aussi, à fréquence un peu moins élevée, et puis quelques meilleurs draws, des mains comme 10 et 9, mais voilà, on n'est pas du tout en pénurie de bluff ici, on en trouve très facilement, il n'y a pas besoin d'être hyper créatif pour avoir suffisamment de bluff dans ce spot, il n'y a pas besoin par exemple d'aller chercher des 9-3 off à très très haute fréquence, ou ce genre de truc. On voit quand même que des dames 2, valet 2, etc. sont bêtes relativement souvent. Mais je pense que si vous partez du principe que vous allez bet tous vos 6x et tous vos 5x, vous allez vous retrouver avec un nombre de bluffs assez important. Ça va devenir intéressant d'en rajouter si vous êtes face à un joueur qui défend un petit peu trop face à continuation bet et qui du coup va avoir une range un petit peu trop loose. Donc à la turn et du coup fold un petit peu trop. Donc par exemple, ce serait un joueur qui déciderait de défendre des mains comme valet 2 suité au flop. Dans ce cas-là, continuer et être un peu plus créatif sur vos combos de barrel va être intéressant. Mais c'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. On décide de bet pot du coup, et là notre adversaire fait un truc qui fait peur, il décide de raise. C'est quelque chose qui va arriver très peu souvent puisque quand on bet aussi cher, on polarise vraiment notre range. Donc on a des mains très très fortes en value et puis beaucoup de bluffs. Et du coup, raise avec nos mains moyennement fortes, ça a très peu d'intérêt et on peut raise uniquement avec des mains très très fortes. Des mains comme Roi 7 par exemple, 8 et 7 ou Roi 4 qui sont tous des combos de double paire qui prennent de la value. Le meilleur combo à raise, enfin le combo qui va être le raise le plus souvent, ça va être 8 et 7, puisqu'on ne bloque pas les rois X, qui sont des mains qui vont être call la plupart du temps par le joueur en position. Donc ne pas les bloquer, ça nous permet de prendre de la value sur une partie plus importante de la range de notre adversaire. Donc, on le disait ici, quand même, il faut être pas mal créatif pour avoir suffisamment de bluff dans ce spot. Si on part du principe que, ici, vilain, quand il a une main comme 8 et 7, 6 et 5, Roi 4, Roi 7, Roi 8, va tout le temps check raise all-in. À nouveau, on est sur un modèle où notre adversaire n'a pas donc, mais a simplement check call au flop. Dans cette situation-là, ça fait quand même pas mal de mains en value et il va falloir trouver des bluffs. 5 et 3, ça paraît un peu ambitieux de le mettre d'emblée dans la range de vilain. 6 et 3, c'est pareil. C'est des mains qui ont à peu près les mêmes propriétés puisque c'est simplement des gutshots. Je pense que partir du principe, ah oui, ici mon adversaire a potentiellement 5 et 3, il peut aussi faire ça avec une main comme Dame 4, disons, qui serait simplement une paire transformée en bluff. Ça paraît un poil ambitieux. Le bluff, le seul bluff qui soit vraiment utilisé dans cette situation, il y en a un seul exactement, c'est 10 et 9. Il y a un petit problème avec 10 et 9 quand même, dans notre modèle qui est imparfait, on le répète, c'est que il faut que notre adversaire ait call notre continuation bet quand même. Et je suis pas convaincu qu'on puisse partir du principe que le field de récréatif, même les récréatifs un peu agressifs, vont call 100% du temps avec une main comme 10 et 9. Et du coup, si on enlève cette main de leur range, il n'y a plus aucun bluff naturel en fait. Si on estime qu'ils n'ont pas 10 et 9 dans leur range de call face à continuation bet et
par extension qui n'ont pas non plus dans leur range de donk au flop, c'est très 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 difficile de trouver des bluffs évidents chez vilain. Alors que on balance ça avec toutes les values qui sont possibles pour notre adversaire, toutes les doubles paires et toutes les straights, bah, je trouve qu'on se retrouve dans une situation où Hero Fold devient vraiment intéressant avec une bonne partie de notre range. On n'a pas de bloqueur sur straight, donc ça c'est plutôt un point négatif. Par exemple, une main comme Roi 5 off ici va être un bien meilleur call qu'une main comme 7 4 off. On a aussi l'avantage avec Roi 5 off d'avoir beaucoup plus d'équité face aux deux paires de notre adversaire, donc d'être beaucoup moins crush lorsque notre adversaire est effectivement en value et de bloquer une partie de sa range de value. Donc ici, ce qu'on voit, le résultat que le solver nous affiche, c'est que 7 et 4, c'est profitable de 22 jetons. Donc 22 jetons alors qu'on commençait avec 2600 jetons. Ça représente un sixième de big blind, donc c'est pas énorme du tout. Et que malgré le fait que ce soit légèrement profitable de call, le solver va quand même décider de fold à une fréquence aux alentours de 10%, disons. Donc globalement, c'est plutôt un call en théorie pure face à un adversaire parfait qui va trouver le bon nombre de bluffs et qui va avoir 10 et 9 dans sa range. Mais je pense que contre le pool de règles, le pool de récréatifs, le pool d'humains, disons, l'ensemble des humains qui jouent au poker, c'est un call qui est assez catastrophique puisqu'il n'y aura jamais suffisamment de bluffs et il y aura probablement beaucoup trop de value dans la range de raise. Il se trouve que Yo avait joué 220 contre ce joueur depuis le début de la table finale. Il y a quelques showdowns qui ont été vus, en particulier par nous, les téléspectateurs qui voyons toutes les cartes de tous les joueurs en permanence. Les joueurs avaient aussi cette option en regardant le stream avec une demi-heure de délai. Enfin voilà, ils pouvaient regarder le stream, mais je suis pas sûr qu'ils l'aient fait en permanence, parce qu'ils ont quand même besoin de se concentrer sur la partie, voilà, d'être dans le jeu quand même, d'être focus un minimum. Et du coup, c'est pas sûr que Yo ait vu la majorité du stream. Et même s'il l'avait vu, il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On est sur 200 mains. 200 mains, c'est à peu près une demi-heure de grind online si vous multitablez. Donc c'est vraiment très très faible comme sample. Vous pouvez voir des trucs sans pour autant être capable d'en tirer des conclusions non plus incroyables. Par exemple, est-ce que au bout de 200 mains, vous êtes capable de tirer la conclusion que votre adversaire a toutes ses gutshots dans sa range de raise? Ça paraît compliqué. Et on est en heads up, il y a quand même un palier financier qui est important entre la première et la deuxième place. Je ne sais pas si c'était important pour l'américain en question, mais globalement, ça a tendance à faire jouer les fiches de façon un petit peu plus tight. C'est pour ça, par exemple, que dans les gros jackpots en expresso, on recommande de bluffer un petit peu plus, de jouer un petit peu plus de mains, puisque nos adversaires vont globalement être beaucoup plus tight. Donc, il y a tous ces facteurs qui font que même si on a vu quelques showdowns où le joueur américain a fait un peu n'importe quoi, a été très agressif, je trouve que c'est extrêmement difficile de lui trouver suffisamment de bluff pour justifier un call. Et du coup, j'ai une opinion qui est un peu à contre-courant de celle de la communauté poker, qui globalement a été hyper choquée par ce fold. Moi, je trouve que c'est un fold qui, au contraire, montre que Yo a une bonne perception du fil des récréatifs et est capable de faire de gros exploits quand il estime que c'est nécessaire. Là, il a vraiment pas de chance parce que c'est à la télé, tout le monde voit les cartes de son adversaire et tout le monde sait qu'il s'est fait bluff de façon assez dramatique. Mais je pense que c'est un excellent fold globalement. On peut débattre du fait que face à ce profil-là, on aurait plutôt dû pencher vers le call, mais en tout cas, c'est beaucoup plus close que ce que les analystes peuvent laisser penser.
dans leur message en disant que on est sur le top absolu de notre range, on peut jamais fold cette main. Par exemple, j'ai jamais entendu que sur les forums que nos bloqueurs étaient pas si terribles quand on voit par exemple que voilà, on va comparer là que lever de call avec roi 5 est 30 fois supérieur à celle de call avec 7 et 4. Bah, c'est quelque chose qui a jamais été mis en avant sur les forums. Pareil, call avec roi 9, c'est 10 fois supérieur à call avec 7 et 4. Donc, on a plein de bluff catchers qui sont bien meilleurs que 7 et 4 off. Et finalement, si on a une main dans notre range de value à fold, bah c'est celle-ci. Et je trouve que ça a été extrêmement bien trouvé par Yo. Donc, en fait, on peut aussi se dire que on ne devrait jamais fold quoi que ce soit ici, mais je pense pas que ce soit non plus une très bonne stratégie. Parce que, a priori, on s'attend à jamais se faire raise quand on size aussi cher à la turn. Et ouais, il y a ça aussi. On a fait un sizing tellement énorme qu'il devrait quand même laisser penser à notre adversaire qu'il a une fold equity qui est vraiment faible. Donc, tout ça me fait pencher vers le fait que le fold est vraiment le meilleur play contre 95% des récréatifs. Peut-être que contre ce récréatif en particulier, c'était pas possible, mais je pense que c'est très dur d'avoir suffisamment d'infos pour faire le call ici. Et voilà, c'est mon opinion un petit peu à contre-courant de ce qui a été dit jusqu'à maintenant. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous voulez voir d'autres analyses de mains qui ont été jouées en live et qu'on fait pas mal débat, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!